Tous les soirs, les Brésiliens sont des millions à vibrer devant leur moment de télé préféré, la telenovela. Qu'est-ce que tu fais ici à l'université? J'ai pas le droit de venir ici? Bien sûr que si. Pardon, évidemment. Excuse-moi, je suis surpris, c'est tout. C'est bien. Comment ça, bien? Je ne sais pas. Triangle amoureux, jalousie et trahison. Secret, suspense et rebondissement. Ces feuilletons télévisés dégoulinant de clichés mêlent mélodrame sauce latina, rêve de réussite et vie de tous les jours. Si d'autres pays comme le Mexique excellent aussi dans cet art, la novela brésilienne est unique par ses tournages en extérieur, sa capacité à rebondir sur l'actualité et à s'ancrer dans le quotidien des Brésiliens. Au Brésil, les rues se vident à 2 occasions, la Coupe du Monde et le dernier épisode d'une novela à succès. On devient accro aux novelas. Si je devais faire une comparaison, c'est un peu comme être supporter d'une équipe de foot. Soit vous êtes à fond pour cette équipe et vous ne pensez qu'à ça, soit vous la détestez. Objet télévisuel d'apparence anodine, la telenovela est devenue en 7 décennies un phénomène culturel de masse capable de faire dialoguer entre eux des pans entiers de la société, bien souvent éloignés. S'exportant dans plus d'une centaine de pays, elle est aussi le reflet d'une image idéalisée que le Brésil aime montrer au monde et une forme de résistance culturelle face aux séries américaines et au succès du streaming. C'est à Sao Paulo, en 1950, que l'entrepreneur et homme de presse visionnaire Assis Chateaubriand lance en grande pompe la première chaîne d'Amérique du Sud, la Télé Tupi. Ce sont les débuts de la télévision, dont les archives sont conservées précieusement à la Cinemateca. Elle est la plus grande cinémathèque d'Amérique latine. Sao Paulo s'était consolidé comme capitale culturelle. La ville était avant-gardiste, c'était vraiment la locomotive du Brésil. Et ce n'est pas un hasard si la telenovela est née à Sao Paulo. Ta vie m'appartient a été la première novela d'Amérique latine. Lia de Aguiar, une des actrices principales, et Walter Forster voulaient adapter à la télévision le format des feuilletons, qui était un genre initialement publié dans les journaux, puis plus tard diffusé à la radio. Le Brésil avait l'habitude de suivre ces feuilletons quotidiennement. En 1951, Ta vie m'appartient met en scène une jeune femme ingénue et romantique qui tombe amoureuse d'un séducteur indomptable. Un feuilleton en 15 épisodes dont il ne reste aujourd'hui que des photos. À l'époque, la telenovela est diffusée seulement en direct. Et en l'absence d'équipes spécialisées, réalisateurs, auteurs et acteurs, tous issus de la radio ou du théâtre, doivent improviser avec peu de moyens. Il y avait très peu de décors, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. On les avait installés dans un coin du studio. Et les acteurs, qui venaient du théâtre, avaient des difficultés en ce qui concernait la prise de son. Ils se rapprochaient du micro, et qu'est-ce qu'ils faisaient? « Oh, je parle pour que toute la salle m'entende !» Le son était complètement saturé, c'était terrible. Et tous ces cafouillages passaient en direct à la télévision. Mais c'est durant la dictature que les novelas prennent véritablement leur essor et se professionnalisent. Dans le quartier de Sumaré, où se trouve le siège de la télé Tupi, la chaîne doit désormais faire face à la concurrence et créer l'événement en diffusant Beto Rockefeller, une novella d'un nouveau genre.
Ils décident de faire une novella moderne, avec un langage familier, des personnages contemporains qui portaient les vêtements du moment et se déplaçaient dans une ville contemporaine. Ils décident de filmer non seulement en studio, mais de s'aventurer dans la rue, dehors. Et pourquoi filmer dans la rue fait une telle différence? Parce que cela amène le récit dans un univers où les spectateurs circulent. Celui qui habite à Sao Paulo pourrait être ce personnage. Et cette rue, une rue où il pourrait passer. Diffusé pour la première fois du lundi au samedi à partir de 1968, Beto Rockefeller raconte le quotidien d'un vendeur de chaussures qui se fait passer pour l'héritier de la famille Rockefeller. Pour conquérir Lou, fille de millionnaire, il doit gagner une course à moto. Tourné sur l'avenue Soumaré, près des studios de la Tupi, ce duel montre un Sao Paulo alors en pleine construction, divisé entre ses quartiers populaires, dont Beto est issu, et les quartiers riches auxquels il rêve d'accéder. Le Brésil vivait déjà depuis 1964 une dictature militaire. Il y avait de la censure, mais les novelas étaient un espace d'expression un peu méprisé. Et grâce à cela, c'est devenu un espace où une certaine décontraction était encore possible, notamment en termes de comportement. Des mini-jupes, de la fête, du rock et des motos, qui étaient un symbole de liberté à l'époque. Dans cette maison, il est interdit d'interdire. La politique proprement dite n'était pas abordée frontalement. Mais la novella faisait beaucoup allusion à cette liberté individuelle, à l'accomplissement personnel. Poussé par l'essor de la télé, à la fin des années 60, on compte plus de 4 millions de téléviseurs au Brésil. Cette telenovela moderne conquiert le cœur des Brésiliens, y compris un public masculin, gagnant le statut de divertissement populaire, ciment culturel dans ce pays de la taille d'un continent. Durant les années 80, la production des novelas se perfectionne jusqu'à devenir une industrie. Comme en témoignent les studios de la chaîne Globo à Jacarepaguá, dans la banlieue ouest de Rio. Inauguré en 1995, ce Hollywood brésilien abrite le plus grand studio d'Amérique latine. On y produit 3 novelas quotidiennes, l'équivalent de 11 heures de long métrage par semaine, exportées dans le monde entier. Cet endroit est une usine à rêves. 5 caméras, des décors partout, je ne m'y ferai jamais car je trouve ce lieu incroyable. Sans parler du rythme de production. En 1 heure, on tourne 3 scènes, puis on enchaîne avec une autre et pendant ce temps, ils sont en train de tourner en extérieur. Il y a plein d'acteurs dans les villes avec ces rues reconstituées. C'est très impressionnant. Le rythme de la production est très élevé, je dirais même industriel. Si on diffuse 6 épisodes par semaine, cela veut dire qu'on doit en produire 6. Et il ne s'agit pas seulement d'écrire une page de scénario. On parle du travail de milliers de personnes qui va ensuite aller dans la maison de millions de Brésiliens. Donc pour moi qui vis pour raconter des histoires, venir ici est quelque chose de très émouvant. Attention, silence s'il vous plaît, on tourne. Comment je peux travailler avec ce mec alors que tu m'as trompé avec lui? Réponds. Arrête, lâche mon bras. Parle moins fort, je ne veux pas que Rafa nous entende. Parce que maintenant tu as honte de ce que tu as fait. Tour à tour conservatrices ou progressistes, les novelas accompagnent les mouvements de fond et les questions agitant la société brésilienne. À l'image de Vai na Fé, Elle a foi, ayant pour vedette Sol, une mère noire et évangélique, ce courant religieux dont un tiers des Brésiliens se revendiquent, une première dans l'histoire des novelas. Diffusée à 19h, les aventures de cette vendeuse ambulante tentant de percer dans la musique ont fait progresser la visibilité de la minorité noire
jusque-là cantonnés à des rôles secondaires ou caricaturaux. Une avancée rendue possible par le rythme de production des novelas, tournées quasiment en temps réel, avec une dizaine d'épisodes d'avance seulement, les scénaristes faisant évoluer intrigues et personnages au gré des réactions du public. La novella est une œuvre ouverte, écrite et produite en même temps qu'elle passe à la télé. C'est une œuvre vivante en construction. Mais pour moi, elle ne doit pas proposer uniquement ce que la société veut entendre. Sinon, elle ne crée pas de nouveautés. Elle doit deviner et sentir les sujets dont la société voudra débattre. Dans cette novella, nous abordons par exemple le thème du harcèlement sexuel, comme il était perçu il y a 20 ans et la façon dont nous le percevons aujourd'hui. On s'adresse à des millions de personnes. Dans le reste du monde, la télé est de plus en plus segmentée et fragmentée. Mais au Brésil, nous avons encore cet impact. Des novelas réalistes, mais qui font aussi rêver les Brésiliens, lorsqu'elles les transportent par exemple dans les quartiers huppés, comme celui de Leblon à Rio, qui prolonge la célèbre plage d'Ipanema. Un lieu sur lequel des fans aiment se retrouver pour se remémorer leurs novelas préférées. La fan de Secret de famille, c'est toi, non? Oui, je l'ai vu 2 fois. Tu aurais pu le voir 4 fois. C'est passé 4 fois à la télé. À l'instar de Santa, femme de ménage, Cicera, manucure et Rodrigo, professeur d'anglais. Regardez l'immeuble. Vous avez l'impression d'habiter Leblon? On n'a pas d'argent, mais on sait prendre la pause. Leblon, c'est ça pour moi. Un endroit merveilleux, des personnes éduquées, très belles. Pour nous, Leblon, c'est le paradis. C'est vraiment magnifique. Si je pouvais, j'habiterais ici, mais je n'en ai pas les moyens. Dans Secret de famille, l'héroïne, Helena, qui habite cet immeuble, est amoureuse du même homme que sa fille Camila, elle-même atteinte d'une forme rare de leucémie. Si je meurs, Camila, si je meurs, je veux que vous jetiez mes cendres à la mer, sur la plage de Leblon, là où se trouve le belvédère. Moi, je suis complètement entrée dans cette novella. J'étais de l'autre côté de la télévision, mais je ressentais tout. Et cette scène, elle était très forte, elle m'a vraiment remuée. Alors, être ici aujourd'hui, c'est très émouvant, ça me touche. Mourir et avoir ses cendres jetées ici sur la plage de Leblon, c'est pas donné à tout le monde, hein? Il faut être carioca. Le pouvoir de l'émotion, une force bien plus puissante que nombre de discours de prévention ou d'éducation, comme l'ont compris les novelas bien avant les autres, il y a déjà plus d'un demi-siècle. La leucémie du personnage de Camila, par exemple, a fait augmenter les dons de moelle osseuse pour faire des greffes. C'est ça le pouvoir des novelas. Parler des plus pauvres, des plus riches, créer ce pont, ce dialogue entre les différentes classes sociales, entre les genres, les orientations sexuelles. En un mot, unir les gens. Então as pessoas se unem nisso.